Alors je m'appelle Henri-Éric, Éric c'est mon prénom, Henri mon nom de famille, et j'exerce le métier donc, de tabletier, un ancien métier. Alors l'origine de la tabletterie, en fait ça remonte au Moyen-Âge. Et à cette époque, on trouvait des tabletiers, ce sont des gens qui fabriquaient des petits objets liturgiques. On les trouvait essentiellement dans les églises. Alors, ils fabriquaient des crucifix, ils habillaient des manuscrits, hein, des bibles, des choses comme ça, en nacre, habillés de nacre, d'os, de bois précieux. Voilà. Et c'est un métier très ancien qui a un petit peu disparu de nos jours, qui existe toujours, la preuve. J'en fais partie encore de cette famille de tabletiers, ce métier de tabletier. Et à l'origine, au Moyen-Âge, bon, ils étaient une petite corporation, enfin très, très petite corporation, et n'étaient pas vraiment acceptés justement par les ébénistes d'art, les ébénistes d'art, j'ai dit, donc les sculpteurs, les marketeurs, voilà. Et jusqu'au XIIIe siècle, ils avaient un petit peu disparu. Voilà. Après le XIIIe siècle, ben, en fait, il y a eu une demande, parce que bon, ça a évolué bien sûr dans différents domaines. Il n'y avait pas seulement une demande d'objets liturgiques, mais il y a aussi une demande la société a changé, il y avait des loisirs à l'époque, il y avait donc des gens qui jouaient aux jeux, hein, ils faisaient des jeux de dames, ils jouaient aux jeux de dames, aux jeux d'échecs. Donc ces tabletiers-là, ont été un petit peu sollicités justement pour refabriquer des pièces d'échecs, des pièces de dames, bon, un petit peu pas seulement les jeux, mais aussi on les a rappelés pour faire habiller aussi encore une fois des livres, mais là d'une facture un peu plus élevée. Donc avec toujours les mêmes matières premières, nacre et vraiment bois précieux, quoi. Le problème c'est qu'avec l'ère du plastique justement, ça était tombé un petit peu dans l'oubli. Il y a quand même une résistance. Il y a encore des gens, quelques passionnés, dont je fais partie, qui essaient de garder un peu cette philosophie justement du tabletier, faire des choses fines, au moins de qualité, quoi. Travailler en prenant le temps de fabriquer, quoi. On n'est pas dans le domaine de la série, mais souvent de la pièce unique. Alors, encore une fois, il y a une clientèle très particulière qui apprécie justement le travail artisanal, vraiment artisanal, quoi, un travail où, encore une fois, deux pièces uniques. Et bah, on peut dire que il faut aller vers ces gens-là, il faut déjà essayer de trouver cette clientèle-là. Hein. Mais on a remarqué, je ne suis pas le seul d'ailleurs, dans d'autres métiers, on a remarqué justement que les gens revenaient vers ces métiers-là, quoi. Et que le produit industriel, bon, bien sûr, il y aura toujours une clientèle pour le produit industriel, mais on sent qu'il y a un renouveau quand même pour les produits artisanaux, quoi. Donc ces gens-là reviennent dans nos ateliers et apprécient apparemment, puisque on arrive, on ne vous cache pas quand même que c'est quand même difficile. On a beaucoup de mal à se faire connaître et puis après à maintenir quand même un niveau, et puis à maintenir sa clientèle, quoi, parce qu'il faut aller de plus en plus loin et refaire découvrir ce métier de tabletier ou d'autres métiers comme ça artisanaux. Alors à vue sur seau, on ne peut pas dire que j'ai une clientèle régulière. Bon, j'ai toujours des passages, bon, plus ou moins réguliers. C'est sûr que sur l'année, j'ai quand même, malgré tout, un petit village comme ça. Bon, il faut dire qu'on a un avantage, c'est la vallée de la Sau. Et la vallée de la Sau, c'est quand même connu. On connaît Vue-sur-Sault sur région de Metz, Nancy, voire Troyes, région parisienne, les gens connaissent. Grâce aussi au château Gilles de Trèves, qui n'est pas très loin de mon atelier, Et bon, grâce à tout ça, bon, on a un petit peu de visite, mais le plus évident pour moi, c'est de faire des expositions, de me faire connaître en exposition. Donc je suis régulièrement sur des expos dans plusieurs régions, quoi. Enfin, sur la France, quoi. Du moins sur le territoire, les alentours, déjà les pays, les départements limitrophes, et après, maintenant, il faut aller de plus en plus loin, c'est certain. C'est un métier passion déjà, bien évidemment, il faut être passionné, et puis c'est un art à part entière quand même, hein. On est dans un domaine où bon, déjà les objets sont de haute facture en général, donc beaucoup de travail, beaucoup de temps passé, donc évidemment un coût, hein.
Ce ne sont pas des objets bon marché comme on trouve dans l'industrie. Cela dit, les connaisseurs reconnaissent la plupart du temps que l'objet, par rapport au prix, c'est pas excessif, quoi. C'est vraiment... et tout le monde se pose la question, encore une fois, comme vous le rappeliez précédemment, comment on fait pour arriver à vivre de ce métier-là, quoi. Bon, ben, il faut travailler, se faire connaître, et bon, au bout de plusieurs années, on arrive quand même à fidéliser les clients. Au départ, j'ai fait une formation d'ajusteur mécanicien. Alors, rien à voir donc avec la tabletterie. Et comment j'en suis arrivé là un peu par hasard. Bon, mon père était un peu dans le métier, il était menuisier. Donc, est-ce que c'est le fait d'avoir un peu traîné dans l'atelier, respirer l'odeur des copeaux, une ambiance d'atelier, voilà, c'est ce qui m'a amené à aller vers cette matière bois, qui m'a toujours passionné, quoi. Parallèlement à mon métier d'ajusteur, que je pratiquais dans une entreprise, j'avais cette envie justement de transformer le bois, quoi. Alors comment je suis venu à la tabletterie? Un peu par hasard, quoi. J'ai commencé à fabriquer un coffret, 2, voire 3, un peu de sculpture, voilà, ce qui m'a amené un jour à découvrir mon métier. Et c'est un ancien tabletier qui m'a dit, mais ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré un tabletier. Je me suis dit, ah bon, je suis tabletier, donc j'étais vraiment dans le créneau, quoi. Et il m'a expliqué ce que c'était, quoi. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Par contre, j'ai rencontré, non pas un tabletier, mais un sculpteur très particulier, qui exerce toujours d'ailleurs, c'est devenu un ami. C'est quelqu'un qui est sur la région parisienne, qui fait des choses extraordinaires, et ça a vraiment fait tilt, quoi. Un jour, je l'ai rencontré dans une expo en tant que visiteur, et ça, c'était une révélation, quoi. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire, quoi. Et au fur et à mesure des années, en fait, je suis quand même tombé dans la tabletterie. Malgré moi, je ne fais pas exactement ce qu'il fait, mais il y a des similitudes avec ce qu'il fabrique lui. Donc voilà. Il fallait bien une raison sociale, donc, ou un métier me définir comme tabletier. Alors, au départ, moi, depuis tout jeune, j'ai toujours eu un atelier, un petit coin atelier, un peu comme tout le monde, comme tous les bricoleurs. Mais au fur et à mesure des années, je l'ai amélioré, je l'ai agrandi. Ça, c'est le dernier atelier. Peut-être que j'en aurai un autre, peut-être ailleurs, je ne sais pas encore. Bon, là, j'ai fait en sorte d'avoir un atelier très confortable, ce que je rêvais depuis des années. Parce que j'ai démarré vraiment dans des endroits où il faisait très froid ou très exigu, vraiment pas facile du tout, quoi. J'ai dans des conditions assez extrêmes, quoi, pour travailler des choses aussi fines, quoi. Enfin, travailler finement, quoi. Avoir la possibilité de faire des objets déjà qui ne travaillent pas une fois fabriqués, puisqu'il faut un atelier tempéré, il faut faire attention à tout ça. Et la hygrométrie, bon voilà, maintenant j'ai un atelier isolé où je peux travailler tranquillement, à la fois isolé du bruit et du froid. Et ça, c'est appréciable, quoi. Mes premiers coffrets, il y a 30 ans que je les ai fabriqués. Donc ça remonte. Mais vraiment installé à mon compte, ça fait 6 ans. Au début, je ne les vendais pas, bien sûr, hein. C'est les copains, les amis, la famille, voilà. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à s'intéresser à ce que je faisais. Donc ça m'a motivé. Donc j'ai envie d'en faire d'autres. Et puis après, c'est parti comme ça, c'était l'escalade. J'en suis en création parce que je ne fais jamais 2 fois le même coffret. Je fais toujours une pièce unique, même sur demande. Je refuse de faire 2 fois la même chose. Donc ce sont des coffrets qui sont numérotés et photographiés. Moi, j'ai une trace. Et voilà, j'ai dû en faire, je ne sais pas, j'en suis à plus de 6 ou presque 700 créations différentes, quoi. Je parle que des coffrets, je ne parle pas des autres objets, sculptures, stylos ou autres. Donc voilà, à partir d'un carrelet, on va commencer par débiter donc, des petites plaquettes ou des petites tablettes pour pouvoir faire la structure de la boîte. Parce que là, on va parler de la construction d'un coffret d'une petite boîte. Voilà. Donc pour réaliser un petit coffret, il est bien évident qu'il faut commencer par débiter les morceaux de bois, voilà, à partir d'un carrelet, pour y faire des petites plaquettes. Voilà.
Une fois qu'on a réalisé les petites plaquettes, évidemment elles sont brutes de sciage, mais on va les poncer, on va les polir, et puis les façonner. Là j'en montre deux autres petites. On imagine, voilà, ce sont des tout petites tablettes. Voilà. Et là, on va y faire, pour faire le carré de la boîte, on fait ce qu'on appelle des onglets, donc à 45 degrés. Et ensuite, on va les coller, pour commencer, pour faire la structure de la boîte. Donc voilà, on va coller, donc, bout à bout, à 45 degrés, voilà, faire un collage précis. On va les mettre comme ça. Et ça, c'est valable, on va faire les deux autres morceaux, ce qui va donner cette structure-là. Voilà, là, c'est le départ de la boîte. Bon, là, elle n'est pas très épaisse, mais bon, différentes hauteurs, on fait ce qu'on veut. Différentes largeurs, différents côtés, et voilà. Donc là, la pièce là, elle est prête, elle est collée à 45 degrés, voilà, proprement. Donc j'ai poncé à 45 pour avoir une surface propre, ce qui permet de faire un collage très précis. Voilà. Donc on obtient, c'est le début de la boîte, c'est le début du coffret. Voilà. Là, on va à l'étape suivante, donc c'est un autre morceau, une autre coffret en cours de fabrication. Là, on a fait les quatre côtés, comme on a fait précédemment, et maintenant, on a collé le fond. Voilà. Moi, je démarre comme ça. Une fois que j'ai cette structure de boîte, je l'oublie plusieurs jours. Je l'oublie parce que dans la colle, il y a de l'eau, donc il faut laisser évaporer la colle lentement. Il ne faut pas presser. Il faut pas presser les choses, il faut donner le temps au temps, comme on dit. Voilà. Une fois que c'est bien sec, ça permet aux fibres du bois de bien se coller les unes contre les autres, quoi. Voilà, donc là, c'est la première étape. Deuxième étape. Ensuite, bon, là, cette boîte-là, elle est en cours de fabrication, mais elle est collée. Mais juste entre les deux, voilà, là, elle est en phase de collage. Donc là, il y a des petits serre-joints qui nous permettent de rassembler correctement les coupes à onglets avec la colle. Donc là, on a donc collé le fond, poncé proprement, voilà, elle est terminée au niveau finition. D'ailleurs, avant de coller, bien évidemment, on a poncé l'intérieur, puisqu'après on ne peut plus le faire. Donc voilà, tout est collé, assemblé. Je l'ai oublié plusieurs jours, et maintenant je la reprends. Et là, l'étape suivante, ça va être d'installer le couvercle. Voilà, on va faire le petit couvercle. Voilà. Donc le couvercle, alors, même procédé, avant ça, je lui ai fait un petit décor. Et maintenant, la partie là est terminée, finie, complètement finie. Et là, je vais ajuster, donc là, à ce moment-là, prendre une plaque de bois. Alors là, encore, je lui ai donné des formes. Mais voilà, et là, je vais l'ajuster. Voilà. C'est bien, on peut la retourner dans tous les sens. Et elle est ajustée. Voilà. Voilà, on peut... Voilà. Et la dernière étape, c'est de faire le petit bouton, justement pour le petit bouton du couvercle, pour pouvoir soulever le couvercle. Voilà, et la pièce est terminée. Alors après, il y a une patine, il y a une cire, mais avant de passer la cire, il y a un gros travail de ponçage et de finition. Je termine mes pièces, moi, avec une loupe et une lampe pour voir s'il y a des traces d'abrasif. Voilà, toutes mes pièces sont finies comme ça, je regarde s'il y a des traces d'abrasif. Complètement. Le ponçage, en fait, c'est ce qui fait qu'une pièce, ce qui fait ressortir le veinage du bois, et puis on se rend compte que l'objet est travaillé, quoi, qui est vraiment travaillé finement, quoi. Si on laisse des traces d'abrasif, comment expliquer, l'objet n'a plus la même facture, quoi. C'est un objet pas fini, c'est pas un bel objet, quoi. Donc je vais très loin dans la finition. Donc j'utilise pour ça plusieurs grains d'abrasif. Voilà, des gros grains au départ, encore que c'est relatif quand je dis gros grains. Je démarre au 150 pour les gens qui connaissent. Voilà, c'est un grain relativement gros. Pour terminer quelquefois jusqu'au 1600, c'est de l'abrasif qu'on utilise en carrosserie. Et moi j'utilise pour le bois, pour éviter de rayer, d'aller très loin. Et quelquefois du nylon. Voilà, c'est une espèce de tissage particulier qui ressemble à une éponge un peu pour faire la vaisselle, ça n'a rien à voir, le tissage n'est pas le même, ça ressemble, et ça me permet de terminer la boîte, de terminer la finition, quoi. Et ça vous fait une finition de haute qualité. Voilà.
C'est un gros travail, le ponçage. Je passe des heures à mon établi à poncer. En dehors du débit, de l'assemblage, après il y a un gros travail de finition, manuel bien sûr, mais c'est extrêmement important pour réaliser un objet de qualité. Alors les outils du tabletier, bon, là, ce que je vous présente là, c'en est absolument pas. J'ai en fait détourné des objets de bijoutier. Voilà, ce sont des petits étaux à main, ce qu'on appelle des petits étaux à main. Voilà, ça permet de coincer des pièces, de fixer des pièces. Par exemple, bon, j'en ai pas vraiment sous la main, mais vous pouvez fixer, voilà. Vous pouvez travailler, vous serrez, et ça vous permet, voilà, ça vous permet de poncer, d'avoir une main, de tenir solidement l'étau, et voilà, ça vous aide à poncer, voilà, pour aller chercher. Bon là c'est simple parce que c'est une petite plaquette droite, mais on peut très bien avoir des plaquettes ou des décors ou des formes particulières. À ce moment-là, vous déplacez des petits ergots comme ça et vous le coincez entre. Voilà, vous coincez la pièce de bois comme ça et vous poncez, ça vous permet de poncer. Et ça, c'est utilisé par les bijoutiers. Bijoutiers, joailliers, les gens qui fabriquent des bagues ou des bijoux. Alors très rapidement, si vous pouvez me présenter quelques autres. Voilà, en ça donc encore bijoutier. Là aussi, ce sont les bijoutiers qui l'utilisent. Ce sont des petits étaux, encore une fois. Et là, pour y coincer un petit morceau de bois cylindrique, voilà, pour pouvoir le poncer après. Ça aussi, c'est du bijoutier. Là encore, toujours dans le domaine de la bijouterie, ce sont des bruxelles. Donc des pinces qui permettent d'aller chercher ou de poser délicatement un tout petit morceau de bois, un décor pour le collage sur un couvercle ou sur une pièce de bois. Voilà, ça aussi. Là, bon, c'est des outils de précision de l'ajusteur qui permettent de faire un travail précis. Contrairement à ce qu'on pense, les métiers du bois, on est très précis. Malgré que ce soit une matière vivante et qui bouge, on utilise quand même des instruments de précision, donc des outils détournés d'autres métiers. Voilà. J'ai aussi du matériel de prothésiste, des petites fraises pour travailler. Voilà, pour réaliser mes coffrets. Et puis plein d'outils derrière. Après, plein d'outils. Je travaille aussi évidemment pour poncer. Là, ce sont des petites limes. C'est de la micro-lime. C'est des micro-limes de bijoutiers, encore une fois. J'ai trouvé beaucoup d'outillages chez les bijoutiers qui correspondent à ce que je recherche, moi, pour faire mes finitions de boîte. Voilà. Alors, comme moi, j'ai toutes sortes de bois. Je ne trouve plus le trou. Enfin, comme j'ai toutes sortes de bois, je me suis amusé à faire des petits manches, donc ça fait des beaux petits outils. Ça sont des manches avec des bois précieux. C'est un petit peu des outils de luxe, mais bon, je me suis fait plaisir. Voilà, il y en a d'autres. Hein, tu vois, ça, ce sont des morceaux de bois que j'ai fendus. Ça me permet d'y fixer un abrasif pour aller chercher des formes. Voilà. Ça me permet de poncer des formes, voilà, des courbes. Voilà. C'est beaucoup plus facile que de tenir l'abrasif à la main. On va chercher plus finement la bavure. Voilà. On est obligé un petit peu d'inventer certains des petits outils, des petits outillages, pardon, pour s'améliorer un petit peu la vie, le ponçage, quoi, parce que c'est comme je vous l'ai dit encore tout à l'heure, c'est très long. On travaille beaucoup à l'établi, beaucoup manuellement, donc il faut essayer de se soulager les mains parce que à force, au bout de plusieurs années, on commence à prendre des crampes dans les mains et il faut se ménager. Alors là, j'en ai préparé un petit échantillon parce que j'en travaille environ, enfin pas loin maintenant de 150 essences différentes. Donc là, je vais vous en présenter quelques-unes qui ont la particularité d'être très colorées, quoi, des couleurs assez vives pour certaines. Donc des bois qui font partie maintenant des essences qui font partie des essences précieuses. Voilà, je vais commencer par celui-ci. Ça, c'est une curiosité de la nature. On l'appelle le bois serpent. Et pour cause, ça ressemble étrangement à une peau de serpent. Voilà. Alors évidemment, ces bois-là, moi, m'intéressent parce qu'il y a des moirages, ce qu'on appelle le moirage et le veinage, m'intéressent particulièrement parce que ça donne des objets très particuliers, quoi, et très spectaculaires. Là, il est peut-être connu du grand public, surtout les touristes en Afrique du Nord,
On le trouve donc souvent au Maroc et en Tunisie. C'est la fameuse ronce de Thuir d'Afrique du Nord. Ce qu'on appelle là, les petites parties noires, les petites taches noires. Nous, on appelle ça des pattes de chat, parce que ça ressemble à des coussinets de chat. Et ça, c'est recherché pour nous, quoi. Ça fait des objets également très... Enfin, ça met en valeur la pièce, quoi. Voilà, alors ça, c'est une noix qui n'est pas comestible. On l'appelle la noix de Banksia d'Australie. Alors moi, je l'utilise de deux façons, soit tournée, donc je fais des pièces tournées, ou alors je la coupe en la longueur et je fais des tranches justement dans la noix pour pouvoir faire des petits coffrets après. Voilà. Donc noix de Banksia d'Australie. Là, je vais en présenter deux qui sont quand même rares sur le marché. Alors évidemment, ce sont des bois que moi que j'achète par des négociants en bois agréés, hein, parce qu'il y a d'énormes trafics dans le bois, mais là, ce sont vraiment des bois. Moi, j'achète ça sur catalogue. Donc voilà, il n'y a aucun trafic là-dedans. Bon, pour ces deux-là, pour revenir à ces deux essences-là, celle-ci, là, le rose, c'est sa couleur naturelle. On l'appelle le Pink Ivory, et on le trouve en Afrique du Sud. Et celui-ci est désormais sorti du catalogue. On a beaucoup de mal à s'en procurer. Donc là, on en trouve encore sur stock, quoi. Les stocks qui sont encore en Europe.